Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Au sommaire de votre journal. Retour sur l'inauguration de l'unité psychiatrie et de psychologie médicale, la Roseraie, par le Prince Souverain. Nous retrouverons Francis Huster sur les planches du théâtre Princesse Grace dans sa pièce Le Bronx. Une équipe de Monaco Info a rencontré le comédien. Présentation de la saison 2013-2014 de l'Opéra de Monte-Carlo. Art Monaco nous fera voyager grâce au talent d'artistes internationaux présents en principauté pour cet événement. Et nous ouvrons tout de suite ce journal avec l'inauguration de l'unité de psychiatrie et de psychologie médicale, la Roseraie, par le Prince Souverain. Les nouveaux locaux se situent à proximité du chapiteau de l'espace Fontvieille. Présentation et visite des lieux, c'est avec Émilie Rousseau. L'unité mobile de psychiatrie et le centre de réhabilitation psychosociale sont désormais réunis dans une seule et même entité. Elle se nomme l'unité de psychiatrie et de psychologie médicale La Roseraie et a été inaugurée ce jeudi par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. La mise à disposition de ces nouveaux locaux confirme ainsi l'engagement de la Principauté à faire de Monaco un pays modèle en matière de politique de santé publique. Nous voulons, comme le souhaite le Prince Souverain, maintenir l'excellence dans ce domaine à Monaco. Il y a eu, rappelez-vous, c'était en décembre, l'inauguration de nouveaux locaux mieux adaptés pour le centre d'activité thérapeutique à temps partiel et le centre médico-psychologique. C'était pour les enfants en difficulté relationnelle. Il y a eu en février l'ouverture des 210 lits du centre Régnier III de gérontologie clinique. Là, il s'agissait de mieux prendre en charge nos aînés, notamment les plus dépendants et les plus médicalisés. Il y a aujourd'hui cette inauguration qui va permettre de mieux travailler, notamment pour la réinsertion psychosociale des patients psychiatriques en voie de stabilisation. Et il fallait pour ça des locaux importants, des salles de réunion, des salles de relaxation que nous aurons ici, que nous n'avions pas avant. Créée en 2004, l'unité mobile de psychiatrie répond aux besoins des patients résidant en principauté atteints de pathologies mentales et trop souffrants pour faire appel spontanément au service de psychiatrie du CHPG. En dehors des locaux, les missions de l'unité mobile, comme son nom l'indique, de psychiatrie, c'est également de pouvoir se rendre, pouvoir bouger dans la principauté. Donc principalement se rendre au domicile des patients qui ne peuvent pas se déplacer du fait de leur pathologie ou de leur état. En tout cas, à un moment donné dans la pathologie, ils peuvent être plus en difficulté de se déplacer, donc nous pouvons aller les voir à domicile. En 2009, la création du centre de réhabilitation psychosociale a permis de développer la prise en charge de patients stabilisés. Le développement constant de l'activité de ce service nécessitait des locaux plus vastes. Grâce à ce centre qui est magnifique et qui est très grand, on peut mettre en place plusieurs ateliers par jour. Donc on va faire un espèce de programme à la carte. Donc moi je fais un petit peu la coordination des patients, j'essaie de voir tous les patients, de les évaluer, de comprendre un petit peu leurs besoins et ensuite de leur proposer des activités. Donc ils vont pouvoir avoir des activités sur mesure correspondant à leur pathologie et qui vont leur permettre justement cette réhabilitation. Donc des ateliers soit d'expression corporelle, de relaxation, de théâtre, de jeux de rôle, etc. Soit des choses plus psychothérapiques, groupe de parole, là, ou alors encore des choses plus techniques comme la remédiation cognitive en groupe ou des ateliers qu'on a appelés assistants cognitifs numériques où ils vont apprendre à se servir de l'ordinateur, donc ça évite d'être en rupture de lien social, ou se servir maintenant, ce qui est à la mode, des smartphones, sans donner de nom, mais pour gérer leur agenda, pour ne pas oublier les rendez-vous, pour ne pas oublier leur traitement. On a tout un programme comme ça d'utilisation et d'amélioration de la vie quotidienne. Ces nouveaux locaux de 450 mètres carrés répondent désormais aux besoins de ces deux structures qui vont pouvoir encore mieux apporter l'accompagnement nécessaire aux patients à leur épanouissement. Partons à présent du côté du Sporting d'hiver où le 11e Forum international de la CIFA bat son plein. Au programme des tables rondes et des conférences, Frédéric Hélion. Le système financier mondial est-il réformable? Voilà la question sur laquelle se sont penchés les spécialistes économiques présents au Forum CIFA. Un événement qui regroupe au Sporting d'hiver les conseillers financiers indépendants du monde entier du 24 au 26 avril.
Comment sortir de la crise financière? Des spécialistes venus de 40 pays ont débattu sur des thèmes macroéconomiques à l'occasion de conférences et de tables rondes. Il faut vous dire que la CIFA est une ONG qui a un statut consultatif spécial auprès des Nations Unies et en particulier du Conseil économique et social à New York. D'ailleurs, le président Osorio nous a fait un message. On avait l'honneur de recevoir son Excellence Jean Castellini, qui est conseiller de gouvernement pour l'économie, qui a également donné un message très intéressant. Donc on a des personnalités politiques et on a des sujets qui intéressent sur le monde. La CIFA aide également des ONG lors de ce forum, des organisations non gouvernementales comme l'AMPA, l'Association monégasque pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer, une entité présente au Sporting d'hiver. Notre présence est extrêmement importante dans ces milieux-là parce qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir accès à ces milieux économiques, financiers. Et aujourd'hui, nous sommes là pour justement sensibiliser ces acteurs extrêmement importants pour leur faire comprendre que la maladie d'Alzheimer impacte et impactera dans les années à venir de manière extrêmement importante nos sociétés et qu'il faut qu'on trouve à la fois des solutions financières mais aussi des dispositifs de prise en charge et qu'on doit essayer de les inventer tous ensemble pour faire face à cette terrible maladie. 33 millions de personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer dans le monde et en 2030, les prévisions indiquent que 65 millions de personnes seront touchées par cette maladie. L'AMPA a d'ailleurs créé le projet Alliance Alzheimer Méditerranée afin d'aider les pays du pourtour méditerranéen à lutter contre ce fléau. Comme il y a quelques mois déjà, une odeur suspecte a été ressentie dans le quartier de Fontvieille au niveau du bâtiment Les Industries aux 2 rues du Gabian. Il semblerait qu'un lien ait été fait avec le curage d'un caniveau extérieur. Par précaution, l'ensemble du personnel du bâtiment a été évacué. Les moyens déployés pour cette opération, 2 engins à pompe, une ambulance, une échelle aérienne, un groupe d'intervention spécialisé dans le chimique, une camionnette de poste de commandement, un médecin SMUR et 2 véhicules officiers. Retour dans les années 60 où la mafia fait la loi. Francis Huster, seul sur scène, interprète toute une palette de personnages. Et les explications avec Élodie Messager. Je le vois encore m'appeler. Eh, bon, viens là, oh, viens là. Après avoir été porté à l'écran, c'est au théâtre que l'on redécouvre l'œuvre de Chazz Palminteri sur le Bronx des années 60, un quartier new-yorkais confronté à la montée du racisme et entièrement contrôlé par la mafia. Mise en scène par Steve Suissa, Francis Huster interprète Cologio, un petit garçon de 9 ans partagé entre les valeurs que lui inculque son père et sa fascination pour le monde des affranchis, une histoire vraie qui a totalement séduit le comédien. C'est une histoire vraie. Chazz Palminteri, à 9 ans, a vraiment vu, assis sur les petites marches de son immeuble dans le quartier du Bronx, qui est un quartier très dur à cette époque-là, dans les années Kennedy, dans les années 60. Aucun noir n'a le droit d'aller à l'école, à l'université. Traverser le Bronx, c'est terrible. Il y a toute la communauté italienne qui est là. Et dans ce quartier, ce petit garçon de 9 ans voit un meurtre. Et au lieu de dénoncer le parrain de la mafia, il va devenir comme son fils. Et toute son enfance, son adolescence va se passer entre ce parrain, qui s'appelle Sonny, exactement comme James Caan dans Godfather, et puis son père, qui est un brave chauffeur d'autobus. Paradoxalement, c'est le tueur de la mafia qui n'est pas raciste. Paradoxalement, il lui apprend des valeurs d'honnêteté. Un des 2 pères va mourir. Allez, fils, rentre chez toi. Il se fait tard. À demain. C'est. À partir de ce soir-là, il s'est passé un phénomène incroyable dans le Bronx. Le comédien, une nouvelle fois seul en scène, interprète pas moins de 18 personnages. Drôles, touchants, Francis Huster passe d'un rôle à l'autre. Qu'il s'agisse du mafieux au grand cœur, du jeune homme amoureux ou encore du père protecteur, il retranscrit l'humanité de chacun des acteurs de l'histoire. C'est la possibilité, comme acteur, non pas de faire des sketchs où tu interprètes à chaque fois un rôle différent, mais c'est le même personnage qui raconte tout. Donc c'est très puissant au point de vue émotionnel. Il ne faut pas quitter le petit enfant de 9 ans quand il a 9 ans, et après l'adolescent, et après le héros qui revient 30 ans après sur les lieux où il a vu ce crime. Et jouer à Monaco, c'est toujours un moment particulier pour Francis Huster.
Mais des souvenirs vraiment très très forts. Ah ouais, pour moi, Monaco, c'est mon Hollywood à moi. J'ai des tels souvenirs avec des stars mondiales que j'ai vues ici. Et puis des souvenirs aussi personnels de vie, puis des souvenirs de théâtre extraordinaires. En 1993, je jouais le Cid devant le Prince Régnier. Enfin, et ça n'a pas arrêté depuis. Et que ce soit la princesse Caroline ou le prince Albert, à chaque fois, c'est un moment fort. C'est avec cette pièce forte et envoûtante que le théâtre Princesse Grace clôture sa saison. La saison 2013-2014 de l'Opéra de Monte-Carlo a été dévoilée à la presse ce jeudi. Un programme qui se veut surprenant, prestigieux, riche et divers. José Sacré a assisté à cette conférence. Sur la scène de la salle Garnier, avec la participation du chœur de l'Opéra de Monte-Carlo sous la direction de Stefano Visconti, Jean-Louis Grinda, directeur, a présenté à la presse le programme de la saison 2013-2014 de l'Opéra de Monte-Carlo. Au vu de l'ambition artistique et du choix des prestigieux artistes invités, apparemment le mot crise ne fait pas partie du vocabulaire de Jean-Louis Grinda. Moi, je n'abdique pas devant les difficultés. Je crois qu'il est important. Et nous sommes très soutenus en cela par le gouvernement, nos partenaires, comme le Crédit Foncier, Rolex, Juto Husson, etc., que je salue, ainsi que les amis de l'Opéra. Nous sommes là pour donner le meilleur de nous-mêmes et convaincre les artistes de partager nos rêves. Et parfois, aider les artistes à réaliser les leurs. C'est un peu l'ambition de cette saison. Chaque artiste qui vient à Monte-Carlo en garde un beau souvenir, par l'accueil de son public, par la splendeur du lieu qui est le nôtre, et aussi par le petit quelque chose en plus qui est la qualité de l'accueil, le professionnalisme des équipes. Voilà, tout ça fait qu'on arrive à convaincre peut-être plus facilement. C'est ce qui fait qu'effectivement, par exemple, Fiorez vient ici faire une prise de rôle. Ah oui, alors Juan Diego Flores qui avait chanté pour le mariage du souverain, qui était revenu pour un grand concert, vient ici prendre le rôle de la favorite pour la première fois. Fernand, qui est un rôle extrêmement compliqué et qui chantera pour la première fois à Monte-Carlo avant que tout l'Opéra de Monte-Carlo ne se déplace à Paris au Théâtre des Champs-Élysées pour redonner le même concert. Mais également Placido Domingo viendra, la grande cantatrice Joyce Di Donato, le ténor Ramon Vargas et Ludovic Tézier dans Hernani. Cenchik, Maximal Cenchik, qui est une révélation, qui est un immense artiste baroque avec une voix de sopraniste tout à fait extraordinaire. Autant de découvertes au milieu de Haydn, au milieu de par exemple, cette Rusalka qui est un chef-d'œuvre parfaitement méconnu, jamais joué sur notre scène, avec la grande Barbara Hoffman qui interprétera le rôle titre. Vous savez, Rusalka, c'est l'histoire de la petite sirène, et le Rheingold pour la fête nationale, et puis donc Placido Domingo, je le disais, qui va diriger 2 opéras de Menotti, Amelia Alballo et Le Téléphone. Tout un florilège de sourires, de passion et, je l'espère, de fête pour les spectateurs. Ajoutons à ce programme une œuvre jamais présentée à Monaco, Philémon et Baucis, un opéra pour marionnettes de Franz Joseph Haydn qui sera dirigé par Fabio Biondi à la tête de son ensemble Europa Galante dans le cadre du Printemps des Arts. Notre maison est une maison vivante, ce n'est pas qu'un musée. Ce n'est pas un musée d'opéra que je dirige, c'est une maison vivante avec des ambitions très multiples, parfois qui peuvent sembler étranges au public, mais qui trouvent leur cohérence une fois qu'on les voit, une fois qu'on les voit sur scène, dans cette salle qui est absolument extraordinaire. Vous savez, je crois qu'on n'a aucun intérêt, nous autres, à être à la mode. Il me plaît toujours de conclure avec une très jolie phrase qui dit que quand on veut suivre le vent, on a le destin d'une feuille morte. Et malgré le mauvais temps, le printemps s'installe peu à peu. Une exposition des plus piquantes se tiendra ce week-end au Jardin Exotique. Cette expo de cactus proposera des ateliers, des conférences, mais aussi une visite de parfumerie. Quant au traditionnel concours international de bouquets, il aura lieu les 4 et 5 mai prochains sous le chapiteau de Fontvieille.
Le salon international Art Monaco s'invite au Grimaldi Forum. Des artistes venus du monde entier exposent leurs œuvres. Présentation de cet événement avec Élodie Messager. Le salon Art Monaco a ouvert ses portes au Grimaldi Forum. 75 exposants du monde entier sont réunis jusqu'à dimanche pour présenter leurs œuvres. Une 4e édition inaugurée par l'impératrice d'Iran, Farah Pahlavi, venue représenter sa fondation. Sa Majesté impériale a tenu également à porter un message d'espoir aux artistes iraniens. Je suis très contente et je suis ravie. Je suis arrivée un peu plus tôt. Heureusement, j'ai eu l'occasion de voir vraiment l'exposition de tous les artistes du monde entier, et dont un artiste iranien qui est ici. Et c'est merveilleux d'avoir donné cette chance, les galeries qui donnent une chance aux artistes d'être exposés, d'être vus par beaucoup de monde dans un public international. Je voulais ajouter que dans notre pays, malheureusement, avec ce qui s'est passé, avec toute l'oppression qui existe, ils n'ont pas réussi à étouffer la créativité des artistes iraniens. Le Salon Art Monaco présente une grande variété d'expressions artistiques, modernes et contemporaines. Il encourage également l'émergence de nouveaux courants. Nous sommes très contents d'avoir une variété. On présente tous les styles, la peinture, la sculpture, l'art digital, le dessin, parfois l'art contemporain, abstrait. Ce n'est pas évident pour tout le monde, mais quand on parle à l'artiste, il y a une grande signification derrière ça. Il y a un sentiment, et puis c'est ça que l'art fait. C'est un partage culturel et qui nous permet de faire une expression par tout le monde. Des noms connus se mêlent aux artistes émergents. L'un d'entre eux attise un peu plus la curiosité. Il est le père de l'ancien président français et c'est la première fois qu'il présente son travail à Monaco. J'ai toujours dessiné et je peux dessiner ou peindre dans des styles complètement différents. Dans chaque tableau, il y a toujours une histoire que je raconte. Chacun des tableaux représente une histoire. Celle-là, par exemple, c'est la pécheresse avec le poisson. C'est le travail des dernières 4 années que j'ai exposé ici. Mais vous savez, toutes les dernières créations que je fais maintenant, qui sont dans un style différent, même à mon âge, vous savez, on évolue. Et on change de style suivant l'inspiration et suivant son pinceau qu'il vous dicte de toute façon ce que vous devez faire. Et la collection comprend cette année des œuvres rares d'Andy Warhol, de Pablo Picasso ou encore de Michael Thompson. Autre événement, la journée mondiale de la danse qui aura lieu lundi prochain. À cette occasion, un gala intitulé Rhythm of Life aura lieu lundi à 20h30 au Théâtre des Variétés. Une soirée qui proposera toute la richesse et la diversité de la danse, organisée par Nicolas Alberken et la compagnie théâtrale Les Farfadets. Cet événement rassemble des artistes de renommée internationale. Nous nous rendons à présent au Café de Paris qui nous propose un voyage en Italie. L'établissement présente les spécialités de Parme jusqu'au 28 avril, l'occasion de goûter la Dolce Vita italienne sans passer la frontière. C'est un reportage d'Émilie Rousseau. Des spécialités italiennes sont venues s'ajouter à la carte du Café de Paris cette semaine. En effet, Parme et sa région sont à l'honneur jusqu'à dimanche. La célèbre brasserie monégasque propose de goûter les différents produits phares de nos voisins transalpins. Un véritable dépaysement gustatif. Bien évidemment, Parme, tel qu'on sait, c'est le jambon avant tout. Il y a bien d'autres choses. Il y a aussi le parmesan, évidemment. Ça dépend aussi des années, tout ça. Des saucisses atypiques, en particulier de Felino, qui c'est quelque chose de prestige. Et le jambon, bien évidemment, la tendance, c'est de savoir effectivement le vieillissement de combien d'années et surtout, effectivement, l'origine par rapport à un goût différent d'un autre. Et pour ces journées gastronomiques, le Café de Paris s'est associé à la Trattoria Sorelle Picchi, une maison très réputée en Italie. C'est une maison qui a plus de 100 ans d'histoire. Et aussi, ils sont implantés à New York en tant que concept. Donc, dans son ensemble, ils font des spécialités neutres, c'est-à-dire véritablement familiales, qui s'assoient effectivement les tortelloni, tout ça, comme
des raviolis, ressemblables à des raviolis, c'est fait maison. Les tagliatelles également, c'est leur manière de faire, c'est leur développement. Et on a quelques spécialités aussi, bien sûr, avec l'assortiment d'ensemble de charcuterie. On a le parmesan, tout ça. On a un pain frit spécial qui gonfle à l'intérieur et est vide. C'est comme un feuilletage. C'est atypique qu'on peut manger avec tous ces assortiments d'ensemble. En plat principal, on est tendance viande et on a fait des joues de porc avec une sauce au vin rouge qui est atypique aussi. Un filet de bœuf, mais avec le parfum de Parme et donc le culatello. Le culatello, c'est un jambon, effectivement, encore plus de prestige et plus de vieillissement comparativement au jambon de Parme. Il peut avoir de 3 à 5 ans et bien évidemment, il fait une grosse coute pour le couper, mais il est très fin. C'est-à-dire que véritablement, il n'y a presque pas de gras, absolument pas. Des entrées, des plats, mais aussi des desserts comme la panna cotta sont proposés lors des services du déjeuner et du dîner. À noter que ces journées gastronomiques consacrées à Parme et sa région coïncident avec la fête de la libération de l'Italie. Et les couleurs du ciel à présent pour ce week-end et les jours qui suivent. Samedi, poursuite de la dégradation du temps, ciel en grande partie nuageux et de fréquentes chutes de pluie. De plus, les températures seront en baisse, comptez 15 degrés pour les minimales et 16 pour les maximales. Dimanche, toujours des averses, mais elles seront moins importantes que le jour précédent. Quelques rayons de soleil tenteront de percer les nuages. Lundi, retour des éclaircies et des températures plus douces. Quant à mardi, du soleil le matin, mais le retour de la pluie l'après-midi. Ce journal est à présent terminé. Je vous propose à présent une pause culinaire avec votre magazine Monacook qui vous emmène cette fois à la rencontre du chef du Beef Bar. Au revoir.